Bonjour, c'est Jean-Phi. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des araignées. Faut pas avoir peur, hein, ça va être que des images, elles vont pas vous manger. Avec tout ce que je vais vous raconter de cool sur elles, il y a moyen qu'à la fin de la vidéo, elle vous fasse déjà un peu moins peur. Donc, avant toute chose, je tiens à dire que les liens sources sont tous dans la description. Je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas biologiste, donc moi, ma partie du taf dans tout ça, ça va être tout ce qui est du montage vidéo, du montage audio, bah oui, parce qu'il va y avoir toutes les définitions qui vont s'afficher à l'écran, il va y avoir des images, que le regroupement des informations quand même, j'ai passé honnêtement plusieurs heures de recherche, de tout, c'est juste un regroupement de tout ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant et fiable à ce sujet pour ma propre culture générale à la base, au final, pour vous le transmettre parce que je trouve ça quand même vachement intéressant. Donc cette vidéo ne sera pas monétisée, peu importe son audience. Pour vous présenter dans les grandes lignes ce dont on va parler, voilà les chapitres. En numéro 1, la systématique en biologie. En numéro 2, les arthropodes. En 2.5, les arachnides. En 3, l'anatomie. Mais l'anatomie des araignées. Attention, hein, parce que là on n'est pas là pour parler des humains, voilà. En 4, le venin. En 5, les morsures d'araignées. En 6, les toiles. Et en 7, les prédateurs. Donc commençons tout de suite par la systématique en biologie. Donc la systématique en biologie, qu'est-ce que c'est ? La systématique correspond à la discipline scientifique permettant la classification des taxons les uns par rapport aux autres. Elle repose sur la mise en place de méthodes logiques permettant de dénombrer, de décrire et d'organiser les groupes vivants. Elle se distingue de la taxinomie, qui vise quant à elle à définir les taxons, et consiste plutôt à son prolongement. Les deux termes sont souvent confondus, car les taxonomistes s'impliquaient autrefois également dans la systématique. Ensuite, comme vous êtes très certainement demandé ce qu'est un taxon et la taxonomie, on va en parler. Un taxon correspond à une entité d'êtres vivants regroupés parce qu'ils possèdent des caractères en commun du fait de leur parenté, et permet ainsi de classifier le vivant à travers la systématique. Il existe plusieurs rangs taxonomiques, du plus large au plus restreint, avec l'exemple entre parenthèses de l'homme Homo sapiens. Donc nous avons le monde vivant, le domaine, le caryote, hein, le règne animal, l'embranchement aussi appelé phylum, cordée, la classe, donc mammifère, l'ordre, primate, la famille, hominidés, le genre, homo, et l'espèce, homo sapiens. Plus les êtres vivants partagent de caractères, plus le taxon dans lequel ils se retrouvent est bas dans cette liste. Ainsi, les chimpanzés et l'homme font partie de la même famille des hominidés, tandis qu'ils se rapprochent des insectes parce qu'ils sont des animaux, et se distinguent très nettement des bactéries puisqu'ils n'ont en commun que d'appartenir au monde des vivants. Puis vient la taxonomie, qui est la science de la classification des êtres vivants, qui a pour objet de les décrire et de les regrouper en entités appelées taxons, donc des familles, genres, espèces, etc., afin de pouvoir les nommer et les classer. Donc maintenant que vous comprenez le principe de la systématique, on va voir rapidement l'embranchement des arthropodes et la classe des arachnides. Il y aurait moyen de passer beaucoup de temps rien que sur ces sujets, mais aujourd'hui c'est pas le but. Les arthropodes sont un embranchement d'animaux invertébrés dont le plan d'organisation est caractérisé par un corps segmenté, formé de métamères hétéronomes, munis chacun d'une paire d'appendices articulés et recouverts d'une cuticule ou d'une carapace rigide, qui constitue leur exosquelette. Dans la plupart des cas constitués de chitine, leur mue permet, en changeant périodiquement leur squelette externe, de grandir en taille, ce sont des mues de croissance, ou d'acquérir de nouveaux organes, voire de changer de forme. Ce sont des mues de métamorphose. Ils seraient apparus il y a 543 millions d'années. L'embranchement des arthropodes est de très loin celui qui possède le plus d'espèces et le plus d'individus de tout le règne animal. 80% des espèces connues. Les myriapodes, les crustacés, les arachnides, les insectes. On compte plus d'1,5 million d'espèces actuelles d'arthropodes qui présentent des modes de vie les plus variés possibles grâce notamment à leur tagmatisation. Les arthropodes forment un groupe cosmopolite qui s'est adapté dans les environnements naturels. Donc les déserts, les forêts, les abysses, les montagnes, etc. Ou d'origine anthropique. Habitation, puits de pétrole, etc. Et sont parmi les premiers animaux à avoir colonisé la terre ferme. Ensuite viennent les arachnides qui sont plus proches des araignées. Les arachnides sont des arthropodes chélicérates au corps fait de deux parties, le plus souvent distinctes. Un céphalothorax ou prosome portant 6 paires d'appendices articulés, une paire de chélicères, une paire de pédipalpes et 4 paires de pattes locomotrices,
et un abdomen segmenté ou non. Les arachnides rassemblent 11 ordres dont certains sont répandus sur la Terre entière et d'autres presque exclusivement tropicaux. Les scorpions, les pseudoscorpions, les solifuges, les schizomides, les amblypiges, les uropiges, les palpigrades, les récinules, les opilions, les araignées, les acariens. Presque tous les arachnides sont des animaux terrestres. Donc là, nous avons un dessin des différents ordres d'arachnides. Donc dessin d'arachnides montrant la limite entre le céphalothorax et l'abdomen, de gauche à droite. Donc le scorpion, l'uropige, le pseudoscorpion, le solifuge, l'araignée, l'opilion et l'acarien. Donc ensuite, nous allons parler de l'anatomie de l'araignée. Donc sont-elles invertébrées ou vertébrées? D'une manière générale, les invertébrés n'ont pas de squelette interne. Toutefois, les échinodermes, oursins, étoiles de mer, holoturies, possèdent des plaques sous-épidermiques qui sont considérées comme des ébauches d'un squelette interne. Certains invertébrés n'ont pas une véritable organisation organique. C'est le cas des éponges et des colenterrés. Ces animaux n'ont pas de squelette à proprement parler, mais leurs tissus peuvent être envahis de spicules calcaires ou chitineux. Les vers sont aussi des invertébrés sans squelette, mais leur organisation en organes est déjà élaborée, voire complexe. À partir des mollusques, puis des arthropodes, les invertébrés disposent d'un squelette externe. Toutefois, la plume des calmars ou l'os de la seiche pourrait être considéré comme une ébauche de squelette interne. Les mollusques possèdent une coquille unique ou multiple de nature calcaire. Leur corps n'est pas articulé. Chez les céphalopodes, on peut cependant voir des pièces articulées, donc bec de perroquet. Les arthropodes possèdent des pattes et des appendices articulés. Le squelette est externe. Chez les crustacés, le squelette est calcaire. Chez les insectes, le squelette est chitineux. Tous ces invertébrés ont une symétrie latérale. Les échinodermes ont une symétrie radiale, puis accessoirement bilatérale. Tous les invertébrés possèdent un système nerveux ventral. Ils ne disposent pas d'un cerveau à proprement parler, ils ne sont pas ou peu doués d'apprentissage. Les vertébrés se caractérisent par la possession d'un squelette osseux interne dont la pièce maîtresse est la colonne vertébrale. Le système nerveux des vertébrés est dorsal. Les vertébrés disposent d'un vrai cerveau plus ou moins complexe, fait d'une superposition de cerveaux de plus en plus évoluée à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des vertébrés. Ainsi, l'homme, dont on peut penser qu'il possède le cerveau le plus abouti, possède un reste de cerveau qui lui vient du poisson, le rhinocéphale, un cerveau qui lui vient des reptiles, l'hypothalamus, un cerveau qui prend toute son importance avec les mammifères, le système limbique. Enfin, l'homme dispose de structures corticales qui sont davantage développées dans cette espèce, les lobes orbitaux frontaux. Ensuite, pour ce qui est de l'anatomie interne d'une araignée, l'animal arthropode est muni de 8 pattes. Donc ici, nous voyons l'œil simple, c'est un organe visuel non complexe de l'araignée, la glande à venin, organe glandulaire de l'araignée qui fabrique le venin, le cerveau, siège des capacités mentales de l'araignée, le jabot aspirateur, partie du tube digestif qui aspire, tout ce qui est glande digestive, organe glandulaire fabriquant des enzymes digestives, l'aorte antérieure, partie avant du vaisseau sanguin qui transporte le sang du cœur aux organes, l'intestin, dernière partie du tube digestif, le cœur, organe de pompage sanguin, les ovaires, organe reproductif fabriquant les œufs, les glandes séricigènes, organe glandulaire fabriquant les fils, l'anus, sortie du tube digestif, la filière, organe par lequel l'araignée émet ses fils, l'oviducte, conduit relatif aux œufs, le réceptacle séminal, partie de l'araignée qui reçoit la semence, tout ce qui est poumon, organe respiratoire de l'araignée, l'œsophage, première partie du tube digestif, le crochet venimeux, conduit dur par lequel l'araignée injecte son venin, le canal venimeux, conduit transportant le venin, les chélicères, crochet pair, venimeux, situés sur la tête de l'araignée. Voilà. Donc ensuite on va parler du venin des araignées, mais si vous voulez voir des explications détaillées à ce sujet, allez sur le site qui s'appelle l'école buissonnière dans la description. Sur ce sujet, je vais juste parler de quelque chose d'intéressant mais qui ne définit pas le venin d'araignée, sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc j'ai trouvé pas mal d'articles qui sont dans la description, y compris toutes les sources que je vais utiliser, qui parlent d'une petite protéine qui provient d'une araignée qui pourrait protéger le cerveau après un accident vasculaire cérébral. Un AVC.
Elle a été découverte par des chercheurs australiens. Donc ils disent, je cite, « Nous pensons que nous avons trouvé pour la première fois un moyen de minimiser les effets dévastateurs d'un AVC. » Sur le cerveau, estime le professeur Glenn King de l'Institut de biosciences moléculaires à l'université de Queensland, en Australie, l'un des principaux auteurs de cette découverte publiée ce lundi 20 mars dans la revue PNAS, donc de 2017, cette protéine baptisée HI1A bloque le mécanisme cérébral principalement responsable des dommages cérébraux qui se produisent après un AVC, explique-t-il. C'est dans l'araignée australienne Hadronych infensa que les chercheurs ont découvert cette molécule. Attention, un éventuel traitement est encore très loin. Pour l'instant, la protéine a été testée sur des cellules humaines et sur des rats. Les études précliniques ont montré qu'une simple dose de cette protéine administrée jusqu'à 8 heures après une attaque cérébrale protégeait les tissus cérébraux et améliorait très fortement les performances neurologiques, précise le chercheur. Cette découverte va nous aider à fournir des perspectives plus favorables aux survivants d'un AVC en limitant les dommages cérébraux et les handicaps dévastateurs qu'ils provoquent, estime-t-il. Les AVC, qui résultent de la formation d'un caillot de sang, font 6 millions de morts par an dans le monde et laissent 5 millions de survivants avec des infirmités permanentes. Donc il y a des essais cliniques à venir. Cette protéine fournit même un certain degré de protection aux régions centrales du cerveau qui sont les plus affectées par la privation d'oxygène et qui sont généralement irrécupérables en raison de la destruction rapide des cellules cérébrales résultant de l'AVC, indiquent ces chercheurs. Nous travaillons actuellement, donc je cite, ils disent, nous travaillons actuellement à réunir les fonds nécessaires pour financer des essais cliniques afin de pouvoir commercialiser rapidement ce traitement prometteur. Donc voilà, ça c'était pour la petite aparté par rapport au venin de l'araignée australienne, donc la Hadronych infensa, que je trouve vraiment très intéressante au niveau des possibilités que ça offre, que ça pourrait offrir dans l'avenir, voilà. C'est pas rien quand même, donc... Ensuite, on va passer aux morsures d'araignée. Chez l'homme, une morsure d'araignée, appelée abusivement piqûre d'araignée, est un accident rare, réalisant une blessure susceptible de devenir un accident d'envenimation selon l'espèce en cause. Peu d'espèces d'araignées mordent l'homme, et leur venin est rarement dangereux. Ainsi, environ 98% des morsures infligées par ces espèces sont inoffensives. Les araignées, considérées comme dangereuses, possèdent un venin potentiellement toxique pour les humains. Ce venin est destiné à paralyser et tuer de petites proies, donc c'est un effet neurotoxique, mais aussi à prédigérer, lyse de cellules par des enzymes digestives, les organes internes de la proie ou l'apparition de phénomènes nécrotiques après certaines morsures. L'aranéisme, l'état médical induit par une morsure d'araignée, est souvent difficile à diagnostiquer quand l'animal n'a pas été vu en train de mordre. On parle de lactrodectisme pour décrire le syndrome induit par la morsure d'araignée du genre Latrodectus et d'atraxisme par le genre Atrax. Ce sont des aranéismes neurotoxiques. On appelle l'oxocélisme le syndrome induit par le genre Loxocelle. C'est un aranéisme nécrosant. En principe, on utilise le terme d'arachnidisme pour désigner les envenimations dues aux arachnides, araignées, scorpions, acariens. Aucune preuve scientifique n'appuie l'hypothèse qu'une araignée puisse transmettre des maladies infectieuses, mais il est en revanche certain que les araignées jouent un rôle écologique essentiel en consommant des insectes qui en transmettent. De façon générale, la fréquence et la gravité des morsures d'araignées sont le plus souvent surestimées. Alors maintenant, on va parler des toiles d'araignée, mais aussi de pourquoi les toiles d'araignée sont-elles résistantes. Mais je le répète encore une fois, les liens sources sont tous dans la description. Donc pourquoi les toiles d'araignée sont-elles résistantes? Ne vous êtes-vous jamais demandé comment de fines toiles d'araignée parviennent à survivre dans un environnement hostile comme celui de nos forêts ou de nos jardins? S'il est connu que le fil dont sont faites ces toiles possède des propriétés mécaniques tout à fait exceptionnelles, c'est un autre aspect du secret qui vient d'être levé récemment. Une publication dans Nature, et là il y a un lien, donc allez voir sur le site, en quoi la structure géométrique des toiles et les propriétés de la déformation des fils se combinent pour conférer cette solidité particulière. Encore un bel exemple que nous offre Dame Nature, et qui pourrait bien inspirer beaucoup de chercheurs en sciences des matériaux. Donc, la rupture entre actions.
ça peut paraître une évidence, mais une des raisons pour lesquelles les toiles d'araignée sont si solides, c'est qu'on peut tirer fort sur le fil avant qu'il ne se casse. Pour quantifier cette propriété, on fait appel à une quantité appelée résistance à la rupture en traction. Elle se calcule en mesurant la force nécessaire pour rompre un fil, et en la divisant par la section du fil. Elle s'exprime donc en pascal. Pour plus de détails, allez voir son biais dans la description. Il se trouve que le fil de toile d'araignée est un des matériaux avec la résistance à la rupture en traction la plus élevée qu'on connaisse. Environ 1000 mégapascales, situé quelque part entre l'acier, 500 mégapascales, et le Kevlar, 3000 mégapascales. Pour la variété appelée araignée Darwin, découverte en 2009 à Madagascar, cette valeur monte à 1600 mégapascales, ce qui permet à cette petite araignée de quelques millimètres de construire des toiles géantes pouvant atteindre 3 mètres carrés et des fils jusqu'à 25 mètres. On en trouve par exemple au-dessus des cours d'eau malgaches. Voyez les images ci-contre. L'exceptionnelle résistance à la rupture en traction des fils d'araignée est donc la première raison qui explique la solidité des toiles. Mais ce n'est pas la seule. Et pour comprendre cela, il faut s'intéresser à la manière dont le fil d'araignée se déforme avant de rompre. Le comportement mécanique des matériaux. Imaginez que l'on prenne un élastique, qu'on en attache une extrémité à un mur, et qu'on tire sur l'autre extrémité avec une certaine force. L'élastique s'allonge. On représente généralement cet allongement en pourcentage. Si l'élastique fait initialement 10 cm et qu'il s'allonge d'1 cm, on a un allongement de 10%, ce que l'on appelle déformation. Pour caractériser complètement l'élastique, on regarde quelle force on doit appliquer pour obtenir différents niveaux de déformation. On obtient alors une courbe force-déformation selon le principe représenté ci-dessous. Tous les matériaux ont un comportement mécanique propre, et cela se traduit par des courbes force-déformation différentes. Avant de s'intéresser au cas du fil d'araignée, voyons tout d'abord quelles sont les grandes familles que l'on peut rencontrer. Donc différents types de comportements. Le premier type de comportement que l'on observe généralement sur ces courbes, c'est celui qu'on appelle justement comportement élastique. Il se caractérise par le fait que la courbe est une droite. L'allongement est proportionnel à la force. L'autre aspect important du comportement élastique, c'est que la déformation est réversible. Si vous arrêtez de tirer sur l'élastique, il reprend sa longueur initiale. Le terme élastique ne doit pas vous tromper. La plupart des matériaux peuvent avoir un comportement élastique. Et pas seulement les élastiques. Par exemple, si vous tirez sur un fil de métal, il aura un comportement élastique. C'est très difficile à voir à l'œil nu, car les déformations sont très faibles, mais on peut effectivement observer qu'elles sont réversibles et proportionnelles à la force qu'on applique. En tout cas, au début. Car quand on se met à tirer assez fort sur le matériau, même sur un élastique, il finit par ne plus avoir un comportement élastique. Au-delà d'une certaine force, le matériau se déforme et se ramollit. Ce changement a deux conséquences. La courbe force-allongement s'aplatit un peu, comme sur la figure ci-dessous, mais surtout, la déformation devient irréversible. Par exemple, si vous tirez fort sur un morceau de sac plastique, il s'étire mais ne reprend pas sa forme initiale quand vous arrêtez de tirer. Ce type de comportement mécanique est d'ailleurs justement appelé comportement plastique. Là aussi, ne vous laissez pas tromper, la plupart des matériaux peuvent présenter un comportement plastique. Et pas seulement les plastiques. Enfin, si vous tirez vraiment fort, un matériau finit toujours par casser. C'est le point de rupture qui marque la fin de la courbe. Et la valeur de la force à la rupture nous donne la résistance à la rupture en traction dont je parlais au début. La courbe ci-contre illustre les différents types de comportements pour un même matériau, suivant l'intensité de la force et de la déformation. Comportement élastique au début, puis plastique, et enfin la rupture. Nous venons de voir les trois grands phénomènes qui se produisent dans les matériaux usuels quand on tire dessus. Comportement élastique, comportement plastique et rupture. Pour le fil d'araignée, c'est différent. La courbe force-déformation a une forme assez originale, qui est schématisée ci-contre. Comme vous le voyez, il y a plusieurs parties dans cette courbe. Ça commence de manière élastique, c'est une droite, puis si on tire plus fort, on observe un ramollissement plastique. La courbe s'aplatit. Jusqu'ici, rien de surprenant. Et puis, si on continue à tirer, le fil devient soudainement très rigide, et la courbe remonte abruptement. Et on finit évidemment par atteindre le point de rupture.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est la manière dont ce comportement mécanique exotique est relié à la structure microscopique du fil. Au début, les chaînes de protéines qui le composent s'étirent légèrement, mais peuvent reprendre leur forme. C'est le régime élastique. Puis si on tire plus fort, les protéines se déplient de manière irréversible. C'est le régime plastique. Enfin, quand les protéines deviennent complètement dépliées, elles sont comme un fil très rigide qui ne se déforme plus et finit par casser. Pour se représenter ce comportement, on peut prendre l'analogie avec un ressort en métal. Au début, il est élastique, si vous tirez faiblement dessus, il reprend sa forme. Puis si vous tirez fort, il se déforme et se déplie de manière irréversible. Enfin, quand vous avez tout déplié, vous n'avez plus qu'un fil métallique qui lui est très rigide. Il faut tirer vraiment fort dessus pour le casser. Maintenant que nous comprenons comment fonctionne un fil d'araignée, voyons en quoi il explique les surprenantes propriétés des toiles. Pour comprendre en quoi la courbe force déformation du fil d'araignée peut jouer un rôle dans la solidité des toiles, il faut s'intéresser à la manière dont ces toiles sont construites. Très souvent, elles sont faites de deux types de fils, des fils en rayon et un fil qui fait une spirale du centre vers l'extérieur. La spirale est par exemple très visible sur la photo ci-contre. Pour faire le lien entre les propriétés du fil et la solidité de la toile, les auteurs du récent papier de Nature, le lien est dans le blog, ont réalisé des stimulations numériques de solidité de toile, en utilisant comme donnée d'entrée différents comportements mécaniques, celui du vrai fil d'araignée, un comportement purement élastique, et un comportement élastique plastique. Un point important, c'est que dans les trois cas, les fils sont considérés avec la même résistance à la rupture en traction. Ils cassent tous à la même force, mais ce qui change, c'est la manière dont ils se déforment avant de casser. Ces stimulations numériques permettent donc vraiment d'isoler en quoi le comportement très original du fil d'araignée est très bénéfique pour la solidité de la toile. La supériorité du fil d'araignée. La figure ci-contre résume donc les trois types de courbes de déformation qui ont été comparées. En rouge, la courbe du vrai fil, en bleu, un fil purement élastique, et en vert, un fil élastique plastique. Tout d'abord, les auteurs ont simulé la solidité des toiles réalisées avec ces fils quand on les soumet à une charge globale, comme un vent uniforme. Et là, les trois cases valent, et les toiles cassent à la vitesse de vent d'environ 60 mètres par seconde. Ce qui est déjà très élevé. Dans la réalité, ce serait sûrement moins, car à 60 mètres par seconde, le vent n'est pas uniforme. En revanche, si on soumet la toile à une charge localisée, comme un insecte ou une branche, la toile en fil d'araignée subit en moyenne 6 fois plus de dommages qu'une toile avec un fil purement élastique, ou élastique plastique. Les auteurs ont notamment montré que le comportement du fil d'araignée permettait une meilleure répartition de la déformation sur la toile, jusqu'au point où le rayon qui porte la charge entre dans le régime où il se raidit, puis casse. Tout se passe comme si ce rayon se sacrifiait pour soulager les autres, alors qu'avec un comportement élastique ou élastique plastique, tous les rayons de la toile trinquent de manière plus ou moins équivalente. La figure ci-dessous montre les dommages subis dans 3 simulations. En rouge avec le vrai fil d'araignée, on voit bien qu'un rayon a cédé mais le reste est intact. En bleu, le fil élastique pour lequel la spirale est aussi endommagée, et en vert, le fil élastique plastique où la spirale et 2 rayons se sont rompus. On voit donc que la solidité globale des toiles d'araignée résulte à la fois de leur géométrie, des propriétés du fil, mais aussi de la manière dont les deux se combinent. L'homme a encore beaucoup à apprendre de la nature pour aller plus loin. Ce biais est déjà assez long, mais les plus curieux pourront aller voir dans la référence. Donc la référence, je le répète encore une fois, qui est dans la description, sur le blog de l'auteur, qui a lui-même posté le lien de la référence, qui explique le lien entre la structure microscopique du fil d'araignée et la courbe force déformation, et montre aussi que cette courbe dépend de la vitesse à laquelle on tire. Donc voilà, ça c'était pour la résistance sur les toiles d'araignée, et maintenant on va passer à quelque chose d'autre. Donc comment une araignée arrive à tendre un fil de plusieurs mètres entre deux arbres? Comment tisse-t-elle la toile qui leur sert de piège? Voyons cela en détail et en images, car un dessin vaut mieux qu'un long discours, surtout au sujet des toiles d'araignée. Mais tout d'abord, une mise au point. On parlera ici d'araignées à toile géométrique, et pas des autres araignées qui tissent des toiles informes. D'ailleurs, dans la description, il y a un site qui parle très bien des toiles d'araignées qui ne sont pas uniformes. Comme là, je ne vais pas en parler parce que la vidéo durerait trop longtemps.
Dans cette catégorie se rangent toutes les araignées du genre Epera, dont les pères diadèmes, et aussi les argiopes, dont l'argiope frelon a fait l'objet d'un article sur ce site. Donc, dans la description, allez voir. Il est donc question de ces superbes soucoupes volantes presque invisibles qui s'accrochent aux herbes, aux branches et aux murs, et dans lesquelles on se précipite sans les voir. Pour le plus grand malheur de l'araignée qui les a construits, encore que nous allons voir que le malheur n'est pas si grand que ça. Mais commençons par le commencement. Tout d'abord, il faut tendre un fil entre deux points fixes, soit une prairie de hautes herbes, ou tout autre type de support. Mur, branches, carcasse d'acier. Comment faire pour aller du point A au point B? Très simple. C'est le fil qui va y aller tout seul. En effet, ce n'est pas l'araignée qui se déplace dans ce cas, elle se contente de laisser partir dans le vent le fil qu'elle sécrète à l'aide des glandes de son abdomen appelées filières qu'on a vu tout à l'heure dans l'anatomie. Le fil est tellement léger qu'il finit par atteindre des distances respectables. Ainsi, un fil de soutènement de toile peut faire jusqu'à 5 mètres de long et passer par-dessus des chemins, des obstacles ou même des rivières. Lorsque le fil atteint l'obstacle, il s'enroule sous l'effet du vent, à la moindre branche ou au plus petit brin d'herbe qui dépasse. Il ne reste plus à l'araignée qu'à faire un aller-retour sur ce pont suspendu. Elle en profite en général pour en remettre une couche. Au bout de quelques semaines, ces fils de support peuvent être très épais car ils sont renforcés régulièrement. Donc, la construction de la toile. D'abord, l'araignée fabrique le cadre de sa toile en collant des fils à l'extérieur de la future toile aux herbes ou aux branches. Cela donne ceci. Il faut maintenant passer à la seconde étape, les rayons, en les attachant au centre avec un premier petit cercle de plusieurs brins de soie. L'araignée utilise toujours pour cette première partie de la construction son fil le plus solide. Un fil assez épais et peu collant. Il faut préciser tout de suite que l'animal dispose d'une mini-usine chimique très élaborée, puisqu'elle peut, à loisir, changer de qualité de fil en utilisant une autre des filières présentes à l'arrière de son abdomen. Elle peut aussi tisser des fils simples, doubles ou multiples, en faisant fonctionner une ou plusieurs filières à la fois. Lorsque les rayons sont posés, l'araignée obtient ceci. L'étape suivante va consister à tisser le moyeu. Il s'agit d'une zone où les fils très serrés sont disposés en spirale à partir du centre. C'est là que se trouvera le futur poste de guet de l'araignée. Il est toujours tissé avec du fil solide et peu collant. Il sert surtout à lier ensemble tous les rayons de la toile afin d'assurer la suite du tissage. En partant du centre, l'araignée pose des fils en spirale serrée, les collant les uns aux autres en utilisant une autre de ces filières qui produit cette fois un fil ultra fin et collant comme de la glu. Le moyeu terminé ressemble à cela. Il faut maintenant tisser l'armature de la toile. Pour cela, on s'écarte un peu du moyeu et on pose des fils. Toujours de la même sorte, donc les plus solides, en escargot et jusqu'au bord de la toile, mais assez écarté. Pour réussir une toile bien régulière, l'araignée se sert de ses pattes comme d'un compas, dont l'écartement constant lui permet de maintenir la distance à chaque fois qu'elle colle un fil au rayon à l'aide de sa soie adhésive ultra fine. Le résultat obtenu est un échafaudage, mais solide, qui va servir à terminer l'ouvrage. L'araignée peut maintenant circuler librement sur sa toile, qui est assez solide pour cela. Mais il y a un problème. Les barreaux du piège sont beaucoup écartés, et les fils ne sont pas assez collants et trop visibles. Autant dire que si une mouche passe par là, elle va passer entre les barreaux en rigolant un bon coup. C'est pourquoi l'araignée va maintenant, en passant de l'extérieur, détruire la spirale qu'elle vient de poser et en coller une autre, beaucoup plus serrée. Cette nouvelle spirale est constituée d'une soie tout à fait différente. Il s'agit d'un fil double, recouvert de gouttelettes de colle très serrées, assez fin comparé au premier et moins solide. Mais ce nouveau fil est bien plus collant. On voit sur l'illustration ci-contre la spirale définitive à l'extérieur et la vieille spirale de consolidation à l'intérieur, en cours de destruction. Au final, nous obtenons une toile comme sur la photo ci-contre. La taille du moyeu et l'écartement des rayons et des spires varient beaucoup en fonction des espèces, comme la taille de la toile. Par contre, il y a toujours une zone libre entre le moyeu et la partie collante de la toile, ou au moins des trous au centre. Les trous de cette zone libre servent à passer d'un coup de patte de l'autre côté de la toile. Sinon, il faudrait à chaque fois que l'araignée fasse le tour, et ça serait pas très pratique. Pour ce qui est des toiles irrégulières, je le répète, je vous invite à aller voir le site dans la description, donc insect.org. Et pour finir, on va voir quels sont les prédateurs. La plupart des insectivores, plus largement des consommateurs d'invertébrés, peuvent manger des araignées.
Donc des oiseaux, des reptiles, des batraciens, des petits mammifères, mais pas seulement. Les araignées peuvent attaquer d'autres araignées, et certains insectes sont spécialisés dans leur capture. Pour ne citer qu'un exemple, certaines guêpes solitaires ne nourrissent leurs larves qu'avec des araignées. Donc voilà, j'ai passé pas mal d'heures à faire les recherches, à organiser tout ça, puis à faire le montage, donc je dis pas non à un petit pouce bleu. Et surtout, pensez à aller faire un tour sur les sources qui sont dans la description. Tout y sera globalement plus long et plus détaillé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. À la base, je faisais toutes ces recherches à titre personnel, pour ma culture générale, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de les partager avec vous. Sur ce, je vous laisse, à plus, allez, ciao ciao.